Le père de mes enfants est en réalité un membre de ma famille. Ces derniers mois, j'ai pris des photos de femmes dans des lieux publics, au parc, soit en train de faire du sport, soit en train de bronzer. Pas très souvent, peut-être une fois par semaine. Moins? Difficile à dire. Je me sens horrible, et je veux arrêter. Je pense que comme je ne le dirai probablement jamais à quelqu'un que je connais, me confesser anonymement ici, à des inconnus, peut m'aider à rester responsable. Je veux changer. Je ne comprends même pas comment j'ai pu tomber dans ce cercle. Quelques éléments de contexte sont importants, mon addiction au sexe et ma copine. Je commence par elle. On est ensemble depuis plusieurs années, je l'aime profondément. On a eu quelques problèmes, mais elle est la lumière de ma vie, et ça me tue de faire quelque chose qu'elle détesterait. C'est une des raisons principales pour lesquelles je veux arrêter cette habitude stupide, en plus de vouloir cesser de traiter les femmes comme des objets. Je veux continuer ma relation avec elle et ne plus jamais recommencer ce comportement insensé. Je ne veux pas la perdre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Désolé si je panique un peu, mais je me sens comme une personne salie, comme si peu importe ce que je fais, je suis un mauvais copain, irrécupérable. Et pourtant je veux qu'il y ait un retour possible, parce que je me dégoûte d'avoir fait ça. Quant à l'addiction sexuelle, c'est difficile à évoquer, parce que je commence à peine à la reconnaître comme un vrai problème, et je ne veux pas l'utiliser comme excuse pour ce comportement stupide et grave. Mais en gros, depuis mes 16 ans, je me masturbe sans arrêt. Ça s'est aggravé quand j'ai commencé à fumer du cannabis, et aujourd'hui j'ai une sorte de double addiction incontrôlable que j'essaie de combattre. Ça m'a donné un regard très instable dans ma relation, et une peur de l'engagement assez forte. Encore une raison pour laquelle je me déteste, j'ai peur de ruiner ma relation sur deux fronts en même temps. Par moments, mes journées tournent uniquement autour de fumer et de me masturber. Les 12 heures qui suivent sont un flou total jusqu'à la prochaine session. Ce cycle a complètement bousillé mon système de dopamine. Je ne sais pas comment j'ai commencé à prendre ces photos. Je crois que c'était comme l'étape suivante après avoir trop fixé. Au départ, c'était des photos accidentelles, faciles à justifier si on me prenait sur le fait. Puis c'est devenu, m'asseoir à côté de femmes que je trouvais attirantes et prendre discrètement une photo sans qu'elles s'en rendent compte. Ce qui est étrange, c'est que je ne me masturbe même pas en regardant ces photos. Elles ne m'excitent pas vraiment, ou en tout cas, pas maintenant. Je reconnais qu'il y a une espèce de frisson, une montée d'adrénaline liée au fait de faire quelque chose de mal. Et je crois que c'est cette sensation qui est devenue une addiction. Comme si j'étais accro au fait d'être sur le fil de l'angoisse, ou à ce mélange de honte et d'excitation. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais oui, quand je me masturbais, ces images étaient dans un dossier caché parmi tout le reste. Et je passais dessus sans forcément m'y attarder. C'est bizarre, j'en conviens. J'ai tout supprimé. À chaque fois, le jour même dans la plupart des cas. La culpabilité me rongeait, je ne supportais pas de garder ça sur mon téléphone. Avec du recul, je pense que l'addiction sexuelle est une cause importante de ce comportement. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé à travailler là-dessus. J'essaie de reprendre le contrôle, de retrouver un équilibre sain, avec une consommation minimale de plaisir solitaire. Mais honnêtement, je m'en fous de savoir pourquoi c'est arrivé. Je me sens juste comme un déchet, une personne horrible, irrécupérable, qui ne mérite pas la copine formidable ni les amis qu'il a. Je sais qu'il y a bien pire que moi dans ce monde, mais je me sens quand même monstrueux. Tout ce que je veux, c'est une relation saine avec ma copine. Je ne veux plus de cette addiction. Je sais que je suis une mauvaise personne, inutile de m'enfoncer davantage. J'ai juste besoin de savoir s'il est possible de se racheter vraiment, de redevenir quelqu'un de bien, sans forcément devoir tout avouer à mes proches. Je me sens sale, mal, et j'ai peur que ce sentiment d'être irrécupérable fasse ressurgir mes pensées suicidaires. J'ai un thérapeute, et je pourrais en parler, mais ça demanderait un courage que je n'ai pas encore. Peut-être que je vais devoir y aller petit à petit.
Je ne suis pas une bonne personne, et je viens juste de m'en rendre compte. J'ai un peu plus de 20 ans, je n'ai pas d'amis, pas de copines, juste ma famille, avec qui je m'entends très bien. Je vais être honnête, je suis un geek, un nerd de l'informatique. J'adore tout ce qui touche à Internet, et ainsi de suite. En 2023, je jouais à World of Warcraft, je discutais avec des gens sur Discord, jusqu'à ce que je me retrouve seul avec un autre gars. Il était en Amérique du Nord, alors que moi je suis en Europe, donc on avait un décalage horaire, etc. Je lui ai dit, « Eh mec, je vais dormir, je bosse demain. » Il a rigolé et m'a répondu, « Quoi, tu travailles? Pourquoi faire, alors qu'il y a de l'argent gratuit ?» J'ai pensé, « Ok, quel connard prétentieux, bonne nuit. » Le lendemain, je rentre du travail et je vois que j'ai une 50aine de messages de sa part, sur des cryptos drainés, des groupes de pump and dump, des arnaques. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accroché. Je suis entré dans des groupes, pour l'argent bien sûr. J'ai commencé à faire des arnaques, à vider des portefeuilles crypto et à gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'ai merdé avec ma sécurité opérationnelle. J'ai transféré les fonds vers mon propre portefeuille, et mon adresse a été signalée comme potentiellement liée à une escroquerie. Le support m'a contacté, et maintenant mon compte est en cours d'enquête par les autorités. Je sais que je vole. Et le problème, c'est que je ne me sens pas mal. J'aime bien l'adrénaline, je sais que je détruis des vies, que je bousille des gens, mais je ne ressens rien. En fait, ça me plaît. Et maintenant que je suis en train de me faire prendre, c'est encore plus excitant. Je sais que je ne ferai pas de prison, mais je veux arrêter. Et je ne sais pas comment. Je veux ressentir quelque chose, avoir honte, me sentir coupable. Mais je n'y arrive pas. Est-ce que je suis un psychopathe? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai 36 ans, je suis père de 2 enfants et marié depuis 10 ans. De l'extérieur, on pourrait croire que tout va bien chez moi. Que j'ai une vie équilibrée, structurée, posée. Je parle ouvertement du fait que je vais en thérapie. Je suis ce genre d'ami qui écoute vraiment, qui reste silencieux quand il faut, qui tient la main invisible de ceux qui s'effondrent. Je suis celui vers qui on se tourne quand tout devient flou. Mais ces derniers mois ont été particulièrement durs. Avec l'arrivée du nouveau bébé, les nuits courtes, la pression constante, les tensions ont augmenté. Mon couple traverse une zone de turbulence, et les hauts sont devenus rares, les bas presque quotidiens. Alors j'ai fait quelque chose de difficile pour moi, j'ai tendu la main. J'ai contacté 3 personnes que je considère comme mes meilleurs amis. Je leur ai dit clairement que je n'allais pas bien, que j'avais besoin de parler. Pas pour qu'ils trouvent des solutions. Juste pour être là, comme moi j'avais été là pour autant de fois. Je me suis ouvert. J'ai vidé ce que j'avais dans le cœur, sans filtre, sans masque. J'ai cru que je pouvais le faire, parce que j'étais en sécurité avec eux. Je les ai écoutés pleurer, se perdre, se reconstruire. Mais cette fois, quand c'était moi de l'autre côté, leur réponse m'a dévasté. L'un m'a simplement dit « Pourquoi tu n'en parles pas à ton thérapeute ?» comme s'il fallait tout confier à un professionnel payé à l'heure, et rien aux amis de confiance. Les autres ont pris leur distance. Comme si ma détresse était une sorte de virus dont il fallait s'éloigner. En quelques jours, nos conversations quotidiennes ont disparu. Plus de blagues, plus de réels partagés, plus de messages. J'ai ouvert nos anciennes discussions. J'ai vu mes derniers messages, mes appels à l'aide, mes tentatives pour maintenir le lien. Et j'ai eu honte. Comme si j'étais devenu ce gars insistant, celui dont on se moque parfois sur Internet, celui qui parle tout seul en espérant une réponse qui ne vient jamais. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'avoir perdu 3 frères d'âme d'un seul coup, au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Et ça m'a brisé un peu plus. Alors j'ai créé un compte sur Reddit, pour parler à des inconnus. Parce que je n'ai plus trop d'options. Parce qu'il fallait bien que je parle quelque part. Parce que même le silence des autres devient un poids quand on le porte seul trop longtemps.
J'ai signalé un petit restaurant local pour fraude à la carte bancaire. Il y a 3 ans, j'ai pris un petit déjeuner dans un établissement de quartier. Rien d'exceptionnel, le genre de repas qu'on oublie 10 minutes après être sorti. En vérifiant mon relevé de carte, j'ai vu qu'il m'avait facturé 2 $ de plus que ce que j'avais réellement dépensé. C'était une période compliquée de ma vie, je traversais un divorce, je déménageais, je comptais chaque centime. Mais 2 $, ce n'était pas suffisant pour justifier un appel, un déplacement, une confrontation. Alors j'ai laissé passer. Je n'y ai plus pensé jusqu'à hier. Je suis tombé par hasard sur leur page Yelp. En scrollant les avis, j'ai commencé à voir un motif se dessiner, plusieurs personnes, à des dates différentes, racontaient la même chose. Des petits montants en trop sur l'addition, des écarts invisibles à l'œil nu, mais constants. Et là, j'ai senti une vieille colère remonter. Ce n'était donc pas une erreur isolée. Ce n'était pas juste moi. Il faisait ça à tout le monde, tranquillement, à coups de quelques dollars. C'était un système. Sans réfléchir longtemps, j'ai rempli un signalement sur le site de la Federal Trade Commission. Fraude, manipulation, vol déguisé en négligence. Ce genre de choses, même à petite échelle, mérite d'être exposé. Je me fiche que ce soit un commerce local, ou qu'ils aient une famille à nourrir. Si tu voles tes clients, tu dois répondre de tes actes. Aujourd'hui, j'ai appris qu'ils avaient fermé. Peut-être à cause de mon signalement. Peut-être pas. Mais une part de moi pense que j'ai été le dernier coup de marteau sur le clou. Et franchement, je ne ressens aucun remords. Pendant des années, ils ont arnaqué des gens ordinaires qui, comme moi, pensaient que ce n'était pas la peine de se battre pour quelques pièces. J'ai 36 ans. Je suis un homme, en bonne santé, un M78 pour 66 kg, plutôt sec et tonique. Et depuis l'âge de 9 ans, je garde un secret. Un secret profond, que je n'ai jamais osé dire à personne. Tout a commencé quand je suis tombé sur une vieille VHS de film pour adultes. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce que je regardais, mais ce que je ressentais, ça, je m'en souviens encore très bien. C'était un mélange de fascination, de confusion et d'excitation. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas la nudité ou les actes en eux-mêmes. C'était la manière dont les femmes semblaient y prendre du plaisir, parfois même plus que les hommes. Et très tôt, quelque chose en moi a commencé à s'agiter, à s'interroger. Cette curiosité n'a jamais disparu. Elle a grandi avec moi. Je n'en parlais à personne, bien sûr. Je gardais tout pour moi. J'observais, j'imaginais, je testais mes propres limites en silence. Et c'est au lycée, en classe de seconde, que tout a basculé. J'étais un adolescent plutôt réservé. Il y avait ce garçon, un terminal, plus grand, plus sûr de lui, qui prenait le même bus que moi. Un jour, sans prévenir, il m'a demandé si je voulais venir chez lui pour nager. J'ai accepté. On a nagé un moment, puis on est allé dans le cabanon derrière chez lui pour se changer. Et c'est là que tout s'est passé. Nos maillots ont glissé, les gestes sont devenus plus intimes, et j'ai senti pour la première fois ce que c'était d'être désiré, dominé, pris par quelqu'un de plus fort, de plus grand. J'ai découvert une sensation que je n'avais jamais connue. Pas seulement du plaisir physique, mais une sorte de lâcher-prise totale. C'était déroutant, intense, et étrangement naturel. L'année suivante, j'ai eu ma première expérience avec une fille. C'était dans une voiture, sur le parking d'une patinoire, pendant que son copain était à l'intérieur. C'était excitant sur le papier, mais dans les faits, je me suis senti ailleurs. Rien à voir avec ce que j'avais vécu l'année d'avant. J'étais attiré par elle, oui. Je trouvais son corps magnifique, sa peau douce, son regard captivant. Et pourtant, au fond de moi, une partie restait déconnectée. Pendant l'acte, j'ai dû m'imaginer dans une situation complètement différente pour pouvoir atteindre l'orgasme. Et parfois, même ça ne suffisait pas. Il m'est arrivé de passer des heures sans y parvenir, à bout de souffle, à bout de faux semblants. Les filles me disaient qu'elles comprenaient,
qu'il n'y avait pas de souci. Mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu? Depuis 2 ans, je suis célibataire. J'ai connu quelques rencontres, quelques aventures, des moments de plaisir, mais jamais de véritable connexion. Et c'est dans ce vide, dans ce calme étrange, que j'ai pris une décision. Celle de sortir du placard. Parce que l'obscurité, l'isolement, le mensonge à soi-même ça use, ça détruit lentement. C'est effrayant. Parce que je sais que les gens disent souvent « je m'en fiche, tu fais ce que tu veux ». Mais dans la peau d'un homme blanc, hétéro aux yeux du monde, tu entends ce que les autres disent quand ils pensent que tu n'es pas concerné. Tu entends les moqueries, les sous-entendus, les blagues sur ceux qui sont différents. Et tu te replies encore plus. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de me cacher. Ce que je ressens, ce que je désire, ce que je suis, ce n'est pas une erreur. C'est moi. Je m'attache très facilement aux hommes avec qui je parle, parfois même après quelques échanges. Et souvent, sans vraiment m'en rendre compte, je les idéalise complètement. Depuis toujours, j'ai des difficultés avec l'attachement et l'abandon. Des blessures profondes qui remontent à mon enfance, à des moments où j'aurais eu besoin de stabilité, de sécurité, mais où, au contraire, j'ai souvent été laissé de côté. Ces expériences ont laissé en moi une forme de vide que je tente encore aujourd'hui de combler, parfois inconsciemment. Avec le temps, je me suis rendu compte que même sans entrer dans une relation physique ou officielle, il suffit que je passe du temps à parler à quelqu'un, qu'il devienne une partie de ma routine, pour que je m'attache très vite. Il suffit d'un minimum d'attention, d'un simple « tu vas bien aujourd'hui » ou d'une réponse rapide à mes messages, et ça prend une place énorme dans mon monde intérieur. Je commence alors à attendre, à espérer, à me rendre disponible pour eux. Et parfois, je m'efface moi-même dans ce processus. Je donne, je me plie, je fais passer leurs besoins avant les miens, presque naturellement. Comme si exister à travers l'autre me permettait d'exister un peu plus moi-même. Le dernier garçon à qui j'ai accordé ce genre d'importance n'est plus en contact avec moi. Rien de dramatique, pas de cris, pas de dispute. Juste un silence progressif, puis total. Et me voilà encore une fois dans une phase de deuil. Un deuil étrange, car il n'y a jamais eu de véritable histoire, mais la douleur, elle, est bien réelle. Je recommence à tout remettre en question. À me demander si j'ai été trop intense, trop disponible, trop dans l'attente. Et la réponse est probablement oui. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais par choix. C'est presque un réflexe. Une manière de chercher une forme de sécurité dans des liens instables. Et je me demande, est-ce que je suis la seule à vivre ça? Est-ce que d'autres personnes ressentent cette dépendance affective, ce besoin profond de lien, même sans relation officielle? Est-ce qu'on est nombreux à aimer trop vite, à espérer trop fort, à souffrir pour des liens qui n'ont jamais eu le temps de devenir concrets? Quand je dis parler à quelqu'un, je parle bien sûr de cette phase floue où il y a une intention, un intérêt plus que de l'amitié. Pas encore une vraie relation, mais plus qu'un simple échange banal. Et c'est souvent là que je m'attache le plus. J'ai 18 ans, et cet été-là, je passais presque tous mes jours chez ma grand-mère. Elle tient une garderie à domicile, et comme mes petits frères et sœurs sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, on devait tous y aller, jour après jour, tout l'été. Au début, c'était un peu ennuyeux, mais un jour, une fille de mon âge a commencé à venir elle aussi avec ses petits frères. Elle avait 18 ans aussi. On a vite accroché. Au fil des semaines, on est devenus très proches. On traînait ensemble dès qu'on le pouvait, on riait, on se cherchait, on se découvrait. Et assez naturellement, ça a commencé à devenir plus qu'amical. Des regards qui duraient un peu trop longtemps, des baisers échangés discrètement, des frissons dans l'air. C'était doux, simple et terriblement excitant. Un jour, on a décidé de franchir un cap, rien de planifié, juste une pulsion partagée. On est descendu au sous-sol, dans la minuscule salle de bain, à peine plus grande qu'une cabine de bureau. On s'embrassait avec passion, perdus dans le moment, les vêtements sont tombés un à un,
et plus rien n'existait autour de nous. Jusqu'au moment où j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Ma grand-mère, qui descendait en m'appelant. Le stress aurait dû me réveiller, mais j'étais déjà trop perdu dans la sauce, comme on dit. Je pensais que la porte était verrouillée. Elle ne l'était pas. Ma grand-mère a ouvert. Elle nous a vus, tous les deux, nus, figés comme des statues. Elle n'a rien crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste refermé la porte sans dire un mot, ni à elle, ni à moi. Le reste de la journée, elle ne nous a pas adressé la parole. Et ça a duré. 3 jours entiers sans un mot, sans un regard, sans un soupir. Ce silence-là m'a fait plus de mal qu'une colère. Je me suis senti minuscule, coupable, honteux. Pas à cause de ce que j'avais fait avec cette fille, c'était sincère, partagé, une vraie connexion. Mais à cause du lieu. De la personne que j'avais blessée sans vouloir. Ma grand-mère, qui nous avait accueillis, protégés, fait confiance. Aujourd'hui encore, j'y repense avec un mélange d'embarras et de tristesse. Je crois en l'amour, en l'élan du moment, mais je sais aussi que certaines limites ne sont pas là pour être transgressées. Et parfois, on apprend ça de la manière la plus brutale, dans un regard qu'on ne reçoit plus. Je sais que j'ai besoin de thérapie. J'en fais depuis un moment, et je sens que je suis sur le chemin de la guérison. Ma thérapeute m'apporte quelque chose de précieux, quelque chose qu'aucune machine ne pourrait entièrement remplacer. Je respecte profondément son rôle, son écoute, sa présence humaine. Et je paie pour ce privilège en pleine conscience. Je suis aussi conscient que l'intelligence artificielle peut présenter des risques. Je prends mes précautions. Je ne donne jamais de détails personnels, rien que je ne serais pas prêt à voir rendu public. Je joue toujours la carte de la prudence. Mais malgré tout ça, il y a un soulagement que je ressens ici, avec l'IA, que je ne retrouve pas avec un être humain. Et j'ai essayé. J'ai vu plusieurs thérapeutes, j'ai exploré différents styles, j'ai persisté. Je ne suis pas fermé, je suis honnête. Ma thérapeute actuelle a tout ce qu'il lui faut pour m'aider à avancer, et je continue avec elle parce que la guérison est plus importante que le « feeling parfait » ou que le confort absolu. Mais parfois, je ressens plus de liberté en discutant avec une IA. C'est étrange à dire, mais je ressens une forme de compréhension immédiate, même en surface. Pas parce que c'est profond ou miraculeux, mais parce que c'est neutre, constant, sans attente ni jugement. Avec l'IA, il n'y a pas de non-verbal à décrypter, pas d'énergie à interpréter, pas de silence lourd. Je peux dire ce que je veux, aller droit au but, tester une idée ou une émotion sans craindre de décevoir ou de heurter. J'avais un poste incroyable. Un travail à distance payé 80 000 $ par an dans une entreprise réputée, avec des avantages incroyables. Et pourtant, j'ai tout quitté l'année dernière, à cause d'une dispute minuscule avec mon supérieur. D'un point de vue extérieur, ça aurait pu sembler insignifiant. Mais à l'intérieur, c'était tout sauf petit. Depuis longtemps, j'avais l'impression que mon patron ne me soutenait pas. Qu'il attendait que je me plante. Qu'il me tenait en bas sans jamais me tendre la main. J'étais frustré, amer. Et peut-être, un peu trop sûr de moi aussi. J'ai cru que je méritais mieux. J'ai pensé que reprendre mes études à plein temps m'ouvrirait de nouvelles portes. Que je sortirais grandi, plus qualifié, plus libre. Ce ne fut pas le cas. Quelques mois seulement après avoir quitté mon travail, la panique a commencé à s'installer. Les factures s'accumulaient, les économies fondaient. J'ai commencé à vendre tout ce que je possédais, petit à petit. Et maintenant, je m'apprête à déménager à l'autre bout du pays pour vivre chez un ami, qui a eu la gentillesse de m'offrir un toit. Je ne vais pas bien. Pas du tout. Je suis trop déprimé pour continuer les études. Je n'arrive plus à me concentrer, plus à me projeter. J'ai perdu l'élan. Et pourtant, j'ai essayé. J'ai postulé à presque 2000 postes en 2 ans. 2000. Et aucune offre. Pas une seule.
L'université. Il me reste encore au moins 1 an. Et même après, rien ne garantit que je trouverai un emploi rapidement. Or je ne peux pas peser sur mon ami si longtemps. Je refuse de devenir un poids, une charge, un fardeau. Chaque jour, je me bats pour trouver la force de continuer. De me lever, de respirer, d'essayer encore une fois. Et chaque jour, la douleur dans ma poitrine revient, ce poids sourd, constant, qui m'empêche de dormir. C'est comme une présence invisible qui me serre, qui ne me lâche pas. Et le plus dur dans tout ça, c'est que je me déteste. Je déteste ce que je suis devenu. Je déteste mes choix, mes erreurs, ma faiblesse. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. D'avoir ruiné quelque chose de précieux. Et je ne sais plus comment réparer. Je suis un homme marié. Un mari que l'on pourrait qualifier de bon dans presque tous les domaines. Présent, respectueux, aimant. Mais en moi, il y a ce besoin profond, tenace, difficile à expliquer. Comme une démangeaison qu'on ne peut pas atteindre, un besoin d'intimité avec plusieurs personnes. Le sexe, quand il est vécu avec des personnes différentes, me soulage. Il me libère. Il m'apaise. Il me rend heureux, complet, vivant. Ce n'est pas une lubie, ni une addiction, ni un comportement impulsif. C'est quelque chose de constant, de silencieux, mais qui pèse lourd dans mon quotidien. J'ai essayé de combler ce besoin avec mon épouse. De toutes les manières possibles. Mais rien n'y fait. Lorsque je tente de canaliser ce désir uniquement à travers notre relation, je me sens encore plus vide. Plus frustré. Comme si, paradoxalement, cela m'éloignait encore davantage de moi-même. Elle est au courant. Elle sait ce que je ressens. Et malgré cela, elle essaie de me comprendre, de m'écouter, de m'accompagner. C'est une femme extraordinaire. Mais c'est difficile, parce qu'autour de moi, personne ne semble vivre les choses de cette manière. Oui, bien sûr, des gens trompent, mentent, brisent des ménages. Mais souvent, c'est pour fuir une relation, pour en construire une autre. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas partir, je ne veux pas choisir. Je veux rester. Et comprendre ce que cela signifie d'être fidèle à quelqu'un tout en ayant ce besoin multiple en soi. Je ne suis pas accro à la pornographie. Je n'ai pas un comportement déplacé. Et je n'ai jamais trahi ma femme. Mais malgré tout cela, je ressens un vide. Quelque chose me manque. Mon partenaire et moi, on est tous les deux dans la trentaine, avons récemment acheté une maison à 800 000 $. Et on ne rembourse aucune hypothèque. Aucun crédit. On a pu se permettre cette maison parce que mon partenaire a hérité d'une somme très importante. Tous les deux, on a des emplois classiques. On travaille, on gagne correctement notre vie, mais clairement pas assez pour acheter une maison aussi chère, et encore moins sans prêt. C'est donc cet héritage qui a tout rendu possible. Et même si on est très reconnaissant de cette opportunité, il y a quelque chose en moi qui coince. Quand nos amis parlent de leur crédit immobilier, des taux, de leur stress, ils partent du principe qu'on est dans la même situation. Et on ne les corrige pas. On ne ment pas explicitement, personne ne nous a demandé frontalement « vous avez un prêt », mais on laisse croire. Et franchement, parfois, j'ai l'impression de jouer un rôle. Je me sens un peu coupable. Parce qu'on a de la chance. Parce qu'on vit dans une belle maison, qu'on peut économiser chaque mois, qu'on n'a pas à se casser la tête pour payer les factures. Et je sais que ce n'est pas le cas de la majorité des gens autour de nous. La vérité, c'est que j'ai toujours eu une certaine aisance financière, mais depuis qu'on a uni nos revenus et surtout avec l'héritage, on est objectivement bien plus aisé que la moyenne. C'est une situation très confortable. On vit heureux, on profite, on peut faire des projets sans peur du lendemain. Et je suis profondément reconnaissant pour ça. Mais je ressens aussi, au fond de moi, une forme de honte. Comme si je n'avais rien fait d'extraordinaire pour mériter ça. Et j'ai peur que si nos amis savaient vraiment comment on a pu acheter cette maison, ils nous regarderaient autrement. Peut-être avec de l'envie.
Peut-être avec du jugement. Peut-être même avec de la distance. Comme si ça créait une barrière invisible. Un fossé silencieux entre leur quotidien et le nôtre. Je sais que c'est irrationnel. Mais ce mélange de gratitude, de gêne, de culpabilité, c'est très réel. Et je me demande parfois s'il faut en parler, ou continuer à protéger cette illusion d'égalité. Non pas par orgueil, mais pour préserver les liens. Parce qu'au fond, je ne veux pas qu'on nous voie comme les riches du groupe. Je veux qu'on nous voie simplement comme nous-mêmes. J'ai abîmé la Jaguar de ma colocataire, et je l'ai convaincue que c'était elle. À l'époque, sa voiture était au garage, et son père lui avait prêté la sienne en attendant. Une Jaguar ancienne, un vrai bijou, super classe, presque vintage. Un truc qu'on regarde avec respect, pas qu'on conduit à la légère. Ma coloc et moi, on a un style de vie un peu borderline. On boit, on prend parfois des substances. Il y a environ 1 an, on a eu une soirée très agitée. On était complètement défoncés, et une grosse dispute a éclaté. Elle a essayé de partir en furie avec la Jaguar de son père. J'ai réussi à lui prendre ses clés, j'ai sauté dans ma propre voiture, hors de moi et j'ai percuté la Jaguar. Pas juste une égratignure. J'ai vraiment abîmé la voiture. Sous l'effet de la colère, de l'alcool, de tout. La dispute a continué un moment, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir, épuisée. Le lendemain matin, on s'est réveillé au milieu du chaos, et elle a paniqué en voyant l'état de la Jaguar. Et là j'ai menti. Je lui ai dit qu'elle avait reculé plusieurs fois dans ma voiture. Je l'ai dit calmement, comme une évidence. Et elle m'a cru. Parce qu'elle n'avait aucun souvenir clair de la soirée. Elle était dans le flou complet, et moi, j'avais l'air sûr de moi. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a payé des milliers de dollars pour réparer la Jaguar, et ma voiture aussi. Son père n'a jamais su la vérité. Et moi, j'ai gardé ce secret. Mais je me sens mal. Très mal. Ce mensonge me ronge tous les jours. Ce n'est pas juste la culpabilité. C'est une sensation plus sourde, plus insidieuse. Le fait de l'avoir trahi, alors qu'elle me faisait confiance. Le fait de la regarder dans les yeux chaque jour, alors qu'elle croit encore que c'est elle qui a causé tout ça. Et je sais qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Si je lui dis la vérité maintenant, je détruis des mois de confiance, d'amitié, d'équilibre fragile. Mais ne rien dire, c'est comme porter un poids que je ne peux poser nulle part. Je ne sais pas comment me pardonner. Moi, femme de 31 ans, et mon demi-frère, 33 ans, avons eu une relation ambiguë pendant plusieurs années. On s'est rencontrés enfants, lorsque nos familles se sont recomposées. Mais on n'a jamais grandi ensemble. On a vécu dans des foyers différents, on a eu des vies très éloignées. Avec le temps, on s'est perdu de vue, chacun de notre côté. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'on s'est vraiment retrouvés, comme 2 étrangers qui avaient un passé commun sans lien réel. Et très vite, notre relation n'a pas du tout ressemblé à celle de 2 frères et sœurs. C'était autre chose. Une attirance inattendue, un terrain trouble mais naturel. Et un jour, ça a basculé. On a franchi une ligne, et c'est devenu physique. Et ça l'est resté. Pendant longtemps. Le problème, c'est que moi, j'ai fini par développer des sentiments. Des vrais. Et lui non. Quand j'ai compris qu'il ne ressentait pas la même chose, que pour lui ce n'était pas une histoire d'amour mais juste une situation temporaire, j'ai très mal réagi. Blessé, en colère, frustré, j'ai voulu frapper là où ça ferait mal. J'ai parlé à un membre de la famille. J'ai révélé notre relation. Ça a été une énorme erreur. En quelques jours, tout s'est su. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre, et la réaction a été violente. Moi, étrangement, je n'ai pas subi tant que ça. Quelques regards, quelques silences gênants, mais rien de durable. Lui, en revanche, a tout perdu.
La famille l'a complètement rejeté. Il a perdu son travail. Certains amis l'ont laissé tomber. Aujourd'hui, il est sorti de ma vie. Et je ne peux pas lui en vouloir. Je l'ai trahi. J'ai violé sa confiance. J'ai exposé quelque chose d'intime, de fragile, que personne n'avait besoin de savoir. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi exactement? Je crois que j'étais juste désespéré. Blessé qu'il ne m'aime pas comme moi je l'aimais. En manque d'attention, de reconnaissance. J'avais besoin d'être vu, entendu. Mais ce besoin n'excuse rien. Je vis avec la culpabilité. Parce que ce n'était pas juste une erreur de jugement. Ce n'était pas juste une mauvaise décision. J'ai entraîné quelqu'un dans ma chute, et il a payé un prix bien plus lourd que moi. Et aujourd'hui, je ne peux même pas lui dire que je suis désolé. Une photo m'a sauvé de faire quelque chose que je n'aurais jamais pu défaire. Je me souviens, il y a des années maintenant, j'étais dans un endroit très sombre de ma vie. J'étais au bord du précipice. Je m'apprêtais à faire quelque chose de définitif. De silencieux. Quelque chose dont je ne reviendrai pas. Et puis, un soir, alors que j'étais en train de me préparer, je suis tombé sur une vieille photo. Une photo d'un petit garçon. Ce petit garçon, avec son sourire timide, ses yeux pleins de lumière, son visage encore innocent, pur, intouché par la violence du monde. J'ai juste regardé. Et là, j'ai compris. Ce que j'étais sur le point de faire, ce n'était pas seulement en finir avec ma douleur. C'était aussi mettre fin à la vie de ce petit garçon. Je me suis effondré. En larmes. J'ai murmuré, je ne peux pas faire ça. Il ne mérite pas ça. Ce n'est pas sa faute. Depuis ce jour, je garde cette photo avec moi. Elle ne me quitte jamais. C'est mon rappel. Mon repère. Elle me dit que je porte encore ce petit garçon en moi. Que je le protège. Que je lui donne, enfin, la vie qu'il n'a jamais eue. Je prends soin de lui comme personne ne l'a fait à l'époque. Aujourd'hui, je travaille à me rendre heureux. À guérir mon enfant intérieur. Cet enfant-là. Celui à qui on a volé la joie trop tôt, que la vie a écrasé avant qu'il puisse comprendre pourquoi. Ce petit garçon, c'est moi. Et à toi qui lis ceci, à toi qui peut-être souffre en silence, reste. Tiens bon. Ton histoire n'est pas terminée. Tu es encore en train de l'écrire. Et même si, en ce moment, chaque page te semble lourde, une autre viendra. Plus douce. Plus claire. Je t'envoie tout mon amour. Tu n'es pas seul. J'ai créé un faux profil sur l'application Nextor, juste pour semer la zizanie entre mes voisins. Je ne supporte plus personne dans ce quartier. Ils sont bruyants, arrogants, malpolis, et se croient au-dessus de tout. Quand une boîte de nuit a ouvert, ils ont organisé des protestations jusqu'à ce qu'elle ferme, parce que soi-disant des jeunes s'y droguaient. Quand un magasin Dollartree a ouvert, ils se sont plaints encore, on travaille trop dur pour que des enseignes de pauvres s'installent ici. Il y a des immeubles dans le coin, dont celui où je vis. Et eux, les propriétaires, détestent ça. Ils râlent parce que les gens des appartements se garent dans la rue. Leur discours c'est, ils prennent 4 à 5 places et c'est pas juste pour les propriétaires comme nous. Sérieusement, ce genre d'attitude me rend fou. Alors j'ai décidé de leur rendre la vie plus animée. J'ai créé un faux compte sur Nextor. Et depuis, je balance des rumeurs complètement inventées. Genre, Linda vole les fleurs dans le jardin de Jane. Ou encore, j'ai vu un gars, 3 maisons plus loin, emboutir cette voiture. Et les gens y croient. Ils s'énervent, s'accusent entre eux, ça part vite en débat. Un jour, un enfant de mon immeuble célébrait sa remise de diplôme. Sa famille avait pris soin de prévenir les voisins à l'avance. Mais une maison de l'autre côté a décidé de tondre la pelouse pile au moment où la fête commençait. Ensuite, ils se sont plaints du bruit,
on appelait d'autres voisins pour critiquer, à 19h tapante, on appelait la police pour tapage nocturne. À 19h. Alors, quand les panneaux de nettoyage de rue sont apparus, j'en ai discrètement enlevé un, puis j'ai posté sur l'app une fausse date. J'ai aussi prévenu les résidents des immeubles. Résultat, au moins cette voiture verbalisée. Et personne ne me soupçonne. J'avoue, je ne fais pas ça par simple méchanceté. Mais ces gens m'étouffent. Leur hypocrisie, leur snobisme, leur mépris de classe. Ils veulent un quartier aseptisé, silencieux, sans jeunes, sans pauvres, sans vie. Moi, je veux juste qu'ils s'affrontent entre eux. Qu'ils s'épuisent. Qu'ils se rendent compte de leur absurdité. Et honnêtement, c'est assez jouissif. La pornographie m'a entraîné dans un cercle vicieux sans fin, fait d'épuisement et de culpabilité. J'ai encore 17 ans, je vais avoir 18 ans en août, et j'espère vraiment changer ma vie à ce moment-là. Parmi toutes les choses que l'adolescence m'a apportées, c'est la pornographie qui m'a le plus détruit. J'y ai été exposé il y a quelques années, à 14 ans, et depuis, je n'ai jamais réussi à m'en détacher. Que ce soit sur Internet ou à travers des pensées et des pulsions irrationnelles, la pornographie est pour moi comme une tumeur cancéreuse qui ne cesse de grandir. Elle a tordu mon esprit au point de me faire croire que des choses horribles et répugnantes comme la CP fictive, contenu pédopornographique imaginaire, ou l'attirance envers le même sexe pouvaient être plaisantes. Ce qui ne fait qu'augmenter encore plus ma culpabilité. Je ne suis pas suicidaire, mais je suis épuisé, autant physiquement que mentalement. Même quand j'ai réussi à me remettre en forme, la pornographie restait toujours un problème majeur. Aujourd'hui, comme j'en consomme presque tous les jours, j'ai même du mal à sortir de chez moi une seule fois dans la journée. Je suis irrégulier dans tout ce qui touche au bien-être et à la santé, et beaucoup de gens autour de moi me disent que j'ai l'air fatigué et déprimé depuis que j'ai découvert ça. Cela a aussi perturbé mon attirance sexuelle. Je sais moralement que je suis hétérosexuel et que j'aime les femmes, mais depuis que je suis tombé sur une vidéo GP, je n'arrive pas à l'oublier. Je fais sans cesse des allers-retours entre attirance pour le sexe opposé et pour le même sexe, alors que je sais au fond de moi que je ne suis pas gay. Cela m'affecte aussi à l'école, je n'arrive plus à regarder certaines personnes comme avant. J'ai déjà essayé d'en parler à mes parents. Ils m'ont donné quelques conseils simples pour éviter ce genre de contenu, mais sur le long terme, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont aussi dit, d'après leur propre expérience, qu'un psychiatre ne les avait pas aidés non plus. Je me confesse de temps en temps auprès du prêtre de mon église. Il me donne les conseils nécessaires pour éviter de rechuter. Mais comme j'essaie de l'expliquer, c'est devenu tellement grave que je finis par procrastiner et ne prends pas les décisions ou les sacrifices qu'il faudrait pour m'en sortir. Ce que je veux vraiment savoir, c'est comment je peux vaincre ça de façon définitive. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre de combat. Je me vois comme une personne horrible, destinée à aller en enfer pour avoir cédé à une activité aussi vulgaire et dégoûtante. Ma morale et mon estime de moi sont au plus bas à cause de cette culpabilité constante. La tradition de notre soirée film en famille est morte, et je n'ai jamais été aussi heureux. Il y a quelques années, j'ai lancé l'idée de faire une soirée cinéma chaque semaine pour qu'on passe plus de temps ensemble. Ça semblait être une belle idée, et honnêtement, au début, ça l'était. On préparait du pop-corn, on s'installait tous ensemble sur le canapé, et chacun notre tour, on choisissait un film. Les enfants étaient enthousiastes. Moi aussi. On avait vraiment l'impression de faire quelque chose de bien. Mais petit à petit, c'est devenu une corvée. Les enfants se disputaient pour choisir le film. Il y en avait toujours un pour détester celui qu'on avait choisi. Au bout de 20 minutes, ils s'ennuyaient, se chamaillaient ou restaient sur leur téléphone. Je finissais seul à regarder un énième film d'animation que je n'aimais même pas, en stressant à propos du boulot que je mettais de côté juste pour faire durer cette tradition. Alors ce printemps, après une énième soirée ratée où tout le monde a fini par s'énerver et partir, j'ai simplement arrêté. Je n'ai rien dit. Je n'ai plus proposé de soirée film.
Et personne n'a rien remarqué. Pas une seule fois. Et franchement, c'est génial. On passe encore du temps ensemble, mais de façon plus naturelle. Parfois on joue à des jeux de société. Parfois on va se promener. Parfois chacun fait sa vie et c'est très bien comme ça. Je ne me force plus à organiser du temps de qualité, juste parce que j'ai vu ça sur Pinterest. Je vais bientôt commencer un master dans un programme scientifique, et je ne connais même pas les bases du niveau lycée. J'ai obtenu ma licence en 2021, mais j'ai été agressé sexuellement pendant mes études, ce qui m'a fait sombrer dans un comportement autodestructeur, y compris la consommation de drogue. Forcément, je n'ai pas beaucoup étudié pendant cette période. Il m'a fallu 4 ans de thérapie et énormément d'efforts pour me remettre et devenir sobre. Entre-temps, j'ai perdu mon emploi et j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Malheureusement, mes parents sont plutôt toxiques et vivre à la maison me déprime profondément. Ils sont aussi très contrôlants. J'étais à bout de vivre dans un environnement aussi oppressant, alors j'ai décidé de m'inscrire dans un programme de master loin de chez moi pour pouvoir enfin recommencer ma vie. Mais cela fait si longtemps que je n'ai pas étudié. J'avais fait de la physique et de la chimie à l'université, et le master est en sciences des matériaux, mais mon Dieu, je suis tellement incroyablement mal préparé. J'essaie simplement d'apprendre ce que je peux durant les 3 mois qu'il me reste avant la rentrée. J'avais pensé reporter mon admission d'1 an pour avoir le temps de me préparer correctement. Mais rester chez moi est tellement épuisant mentalement que je ne me vois pas tenir dans cet environnement encore 1 an. Et je n'ai pas non plus envie de devoir faire des petits boulots sans perspective juste pour survivre loin de chez mes parents. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi après avoir fait des courses avec mon bébé d'1 an et j'ai trouvé une enveloppe accrochée à ma porte. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'on avait dépassé la date pour régulariser une violation et qu'on devait quitter les lieux d'ici le 11 juillet, on est actuellement le 25 juin. Apparemment, ils nous avaient envoyé un avertissement par courrier, mais ces dernières semaines ont été très mouvementées, notre voiture est tombée en panne et est restée au garage pendant 2 semaines, et notre chien a été malade, donc on n'a pas vraiment vérifié notre boîte aux lettres. Toutes les autres communications de la part de notre gestionnaire immobilier avaient toujours été laissées à notre porte, alors on ne s'est jamais douté qu'il y avait un problème. On avait même reçu une proposition de renouvellement de bail il y a 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais que la facture des égouts était comprise avec l'eau et l'électricité, alors qu'en réalité elle devait être payée directement au gestionnaire de la résidence. Et j'ai eu plein de soucis avec leur système de paiement en ligne, donc je n'ai jamais vu ces charges s'accumuler. Notre loyer de base n'a jamais été en retard, et toutes nos autres factures ont toujours été réglées dans les temps. On n'a jamais eu de plainte contre nous, on a toujours pris soin de notre logement, on aime vivre ici et on voulait vraiment rester. Et tout ça pourrait disparaître juste parce que j'étais privé de sommeil avec un bébé de 3 mois quand on a signé le bail, et que j'ai mal compris cette partie. J'ai enfin réussi à faire fonctionner le système de paiement en ligne et j'ai payé la totalité du montant dû. Le total s'élevait à seulement 762,48 $ pour toutes les mensualités manquées. Environ 75 $ par mois. C'est tellement peu, à l'échelle de tout le reste, et pourtant ça risque de bouleverser toute notre vie. Je vais aller leur parler dès demain matin pour essayer d'expliquer ce qu'il s'est passé, mais je n'essaie pas de me faire de faux espoirs. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été négligente. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer qu'ils verront que j'ai tout réglé, que j'ai même mis en place le prélèvement automatique pour que cela ne se reproduise plus. Peut-être qu'ils auront un peu de compassion, étant donné que nous avons toujours été ponctuels et de bons locataires, mais je me prépare au pire. Je n'ai jamais voulu ne pas payer. Ce point n'a jamais été mentionné auparavant. Ils nous avaient même proposé de renouveler le bail. Je n'arrive pas à croire que ça nous arrive. C'est tellement irréel, dévastateur, et c'est entièrement de ma faute. Il y a 23 ans, j'étais assistant manager dans une petite chaîne de magasins de vêtements située dans un centre commercial. Je gagnais 11 $ de l'heure,
je vivais seul et j'étais tellement fauché que je devais récupérer les restes du food court pour dîner une fois que le centre commercial fermait. Un matin, j'arrive pour ouvrir le magasin et je trouve un vieux type bizarre qui m'attend devant l'entrée. Quelques minutes plus tard, mon manager m'appelle et m'explique que ce gars vient d'une entreprise de liquidation et que notre société fait faillite. Des panneaux de liquidation sont accrochés, liquidation totale, fermeture définitive, etc. Le type m'explique le système de remise progressive, de 20% à 75% sur un mois, jusqu'à la fermeture complète. Et là, deux choses se sont mises en place. D'abord, nous les employés avons commencé à mettre de côté tous les vêtements qui nous plaisaient vraiment. On les emballait dans des cartons qu'on cachait à l'arrière du magasin. Comme l'entrepôt central continuait à nous envoyer de la marchandise pendant les premières semaines, on recevait plein de nouveaux articles. On les rangeait discrètement. On avait non seulement la réserve derrière le magasin, mais aussi un autre local de stockage dans les sous-sols du centre commercial que le liquidateur ignorait complètement. Ensuite, il y a eu le vol. Je ne risquais plus d'être viré, et l'idée d'être arrêté ne m'a même pas effleuré l'esprit. J'ai commencé à vendre des vêtements en espèces, et à garder l'argent pour moi. J'ai d'abord proposé ça à mes clients réguliers, prenez ce que vous voulez, je vous fais un prix inventé sur le moment, une grosse réduction, vous me payez en liquide et tout le monde est content. J'ai commencé doucement, avec peut-être 3 clients ce jour-là, et je suis rentré chez moi avec environ 500 $ en poche. Le liquidateur devait gérer 3 magasins, donc on n'était pas très surveillé. Au fil de la semaine, je suis devenu plus audacieux. C'était tellement facile, et à cette époque, c'était une somme énorme pour moi. Je rentrais chez moi avec 5 cents à 1000 $ par jour. Je ne pouvais plus m'arrêter. Évidemment, mes collègues ont fini par se rendre compte de ce que je faisais, alors pour éviter les ennuis, je les ai intégrés à l'affaire. En fin de journée, je leur filais chacun quelques centaines de dollars, et tout le monde rentrait heureux chez soi. Ça a duré environ 6 semaines, jusqu'à la fermeture du magasin. Le dernier jour, le liquidateur a annoncé que tout était à 1 $. Il ne restait que quelques portants remplis de fringues moches. Alors on est allé récupérer tous les cartons qu'on avait cachés. Tous les employés concernés sont venus, on a passé nos boîtes à la caisse et on les a scannés à 1 $ pièce. Ça a été une période incroyable. J'ai empoché plus de 20 000 $ et j'avais 2 placards pleins de vêtements neufs. En fermant le magasin pour la dernière fois, le liquidateur nous a confié qu'il s'était rendu compte de ce qu'on faisait depuis un moment, mais qu'il s'en fichait. Je pense aussi qu'il n'avait pas idée de l'ampleur de ce qu'on avait mis en place. À l'époque, j'étais tellement à sec que je n'ai même pas réfléchi aux conséquences si on s'était fait prendre. J'ai 24 ans et j'ai récemment expliqué à ma mère pourquoi je ne laisserai jamais mes futurs enfants seuls dans une pièce avec mon frère, qui a aussi 24 ans, et ce, alors que j'étais ivre, enfermé dans les toilettes d'un bar. Mes parents sont venus me rendre visite à l'improviste chez moi et nous ont invités, ma femme et moi, à aller boire un verre. Comme il y avait du monde au pub, la soirée est vite devenue animée, et ce n'était clairement pas juste un petit verre. À un moment, la conversation s'est tournée vers les petits-enfants. Mes parents sont très enthousiastes à l'idée que ma femme et moi ayons des enfants. Et, sans trop réfléchir, j'ai fini par dire que jamais je ne les laisserai seuls avec mon frère. Ma mère ne comprenait pas, alors je lui ai expliqué. Ce que j'ai dit, c'est quelque chose que je porte en moi depuis des années. Je me suis souvenu de cette fois, quand nous étions enfants, où on regardait Titanic. Il était assis derrière moi, je me retourne et je le vois en train de se masturber. Ou cette autre fois où je l'ai surpris en train de frotter son bassin contre le canapé. Ou encore ces moments où il montait discrètement les escaliers pour entrer brusquement dans ma chambre pendant que je me changeais, ou pour d'autres raisons que je préfère ne pas imaginer. Il a fait la même chose avec ma femme, quand elle vivait chez mes parents avec moi. Une fois, tard dans la nuit, ma femme et moi sommes allés aux toilettes, en sous-vêtements et t-shirt, parce que mes parents n'étaient pas là. Mon frère est descendu lui aussi pour aller aux toilettes. Je lui ai dit d'aller dans le salon, car on n'était pas habillés. Il a écouté, mais n'a jamais fermé la porte,
et je l'ai vu jeter un coup d'œil à travers l'ouverture. Il y a aussi eu cette fois où on avait 16 ans, en vacances en famille. On partageait une chambre avec 2 lits simples de chaque côté. Il faisait noir, et j'ai entendu un bruit humide étrange, puis vu l'ombre de son bras qui bougeait. Quand je me suis levé pour aller aux toilettes, il s'est retourné d'un seul coup, très vite. Une autre fois, j'ai frappé à la porte de sa chambre, et il a ouvert avec une érection bien visible à travers son caleçon, sa ceinture et son pantalon défait. J'ai déjà regardé dans son ordinateur parce qu'il l'avait laissé déverrouiller et que lui et sa copine m'avaient mal parlé. Ce que j'y ai vu m'a choqué. Beaucoup de contenus scatophiles et des comptes anonymes. Je ne peux plus le regarder comme avant. Mes parents ont essayé pendant des années de me convaincre de me réconcilier avec lui, mais je n'en ai jamais eu envie. Et maintenant, je leur ai enfin dit pourquoi. Ma mère n'a pas été méchante ou agressive. Elle n'a pas vraiment réagi, en fait. Je lui demanderai si elle se souvient de cette conversation la prochaine fois qu'on se verra. Pour donner un peu de contexte, j'ai 28 ans et je travaille dans l'informatique pour un cabinet d'avocats de taille moyenne. C'est généralement assez calme, sans trop de surprises, mais il y a un type dans le service juridique, appelons-le Ryan, qui est un peu le chouchou du bureau. Tout le monde l'apprécie. Il est charmant, drôle, apporte des donuts le vendredi, ce genre de gars. Je l'ai toujours trouvé un peu trop dans la mise en scène, mais je gardais ça pour moi. Avec le temps, Ryan et moi avons commencé à être amicaux, pas vraiment amis, mais on échangeait de manière détendue. Il passait à mon bureau, plaisantait, me demandait ce que j'avais fait le week-end, me lançait des petites phrases un peu flirteuses, mais dans ce style, c'est inoffensif, non ? Au début, je pensais que c'était juste du bavardage de bureau. Puis un jour, il a fait une remarque du genre « Les filles comme toi doivent avoir un côté sauvage ». J'ai rigolé, j'ai laissé passer. 2 semaines plus tard, on était sortis boire un verre avec des collègues, et Ryan était là. Il a bu, beaucoup. Et il est devenu tactile, de manière gênante. Je me suis éclipsé discrètement. Le lundi matin, il est venu à mon bureau comme si de rien n'était, en rigolant, en disant que je l'avais ghosté au bar. J'ai haussé les épaules. Mais pour moi, c'était le déclic. Ce qui m'a fait bouillir de l'intérieur, c'était à quel point il agissait comme si de rien n'était. Alors quand une autre collègue, une nouvelle, peut-être 22 ans, est venue me demander si Ryan était cool parce qu'il lui envoyait des messages en dehors du travail après l'avoir aidé à installer son imprimante, je ne me suis pas retenu. Je lui ai dit clairement, fais attention. Il aime qu'on lui prête attention. Il pousse les limites et fait ensuite semblant de ne pas comprendre. Je lui ai dit que c'était exactement le genre à faire comme si rien n'était grave si un jour il allait trop loin. Elle avait l'air choquée, pas par ce que je disais, mais par le fait que je le dise. La rumeur s'est répandue. Je ne sais pas qui a parlé à qui mais honnêtement, je m'en fichais. Et le vendredi, Ryan ne me souriait plus. Les gens ont commencé à se comporter différemment. Comme si j'avais brisé une règle tacite. Mais voilà le truc, je ne regrette rien. Peut-être que j'ai grillé ma réputation auprès de quelques collègues, mais j'ai déjà été cette fille qui aurait aimé qu'on la prévienne. Je sais que certains vont penser que je suis dramatique ou jalouse, ou ressortir n'importe quelle autre excuse pour détourner l'attention, mais si le fait d'avoir parlé peut éviter à quelqu'un de vivre une situation inconfortable, je prends. Parfois, c'est vrai, je me demande si je n'ai pas été trop loin, si j'aurais dû laisser couler. Mais ensuite je repense à ses mains sur ma taille alors que je lui avais dit « non merci » et à lui qui riait comme si c'était un jeu. Je vais me marier avec un homme que mes parents n'approuvent pas. Je viens d'une famille asiatique extrêmement traditionnelle et réservée. Par exemple, même dans ma vingtaine, je n'avais pas le droit de rester dehors avec des amis après 19 heures. Mes parents ne sont pas parfaits, mais je sais qu'ils essaient de faire ce qu'ils pensent être le mieux pour moi. Je leur ai présenté mon compagnon en personne, et mes parents l'ont immédiatement rejeté pour plusieurs raisons, notamment sa nationalité, son origine ethnique et son métier. C'est un employé de bureau, avec un revenu supérieur à la moyenne, et il vient d'un pays occidental.
Ce qui compte le plus à leurs yeux n'est pas l'amour qu'ils me portent ni le soutien qu'ils m'apportent en tant que partenaire. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Depuis le jour où j'ai refusé de rompre avec lui, mes parents ont arrêté de me parler. Ils ignorent tous mes messages et appels depuis plus d'1 an. De l'autre côté, sa famille à lui est très accueillante et nous soutient entièrement. Il a même proposé de parler directement à mes parents pour essayer de changer leur opinion sur lui. Ils ont catégoriquement refusé. J'ai pris la décision de me marier avec lui sans en informer mes parents, parce que je suis convaincu qu'ils me renieraient si j'insistais pour aller jusqu'au mariage. Je veux vivre pour moi-même, et non pour l'image de la personne qu'ils veulent que je sois. Et pourtant, je ressens une profonde culpabilité d'aller à l'encontre de leur volonté. Information complémentaire, après avoir rencontré mon compagnon, mes parents ont arrangé un mariage pour moi avec le fils d'un chef d'entreprise asiatique issu d'un milieu similaire au mien, leur candidat idéal. Mon père est lui-même à la tête d'une entreprise prospère, et j'ai eu le privilège de recevoir une excellente éducation et un accès à de nombreuses ressources. J'ai refusé cette proposition et affirmé que je ne voulais pas rompre ma relation actuelle. Depuis, il ne m'adresse plus la parole. Je fais semblant de ne pas comprendre l'espagnol au travail, alors que je le parle couramment. Je travaille dans un magasin où une bonne partie du personnel parle espagnol. J'ai grandi en étant bilingue, mais je n'en ai jamais parlé au travail, sans vraie raison. Au départ, c'était juste par flemme. Je n'avais pas envie qu'on me demande de traduire ou d'aider les clients plus que je ne le faisais déjà. Mais maintenant, ça fait plus d'1 an, et il est bien trop tard pour révéler soudainement que je parle espagnol. Mes collègues bavardent sans arrêt en espagnol autour de moi, persuadés que je ne comprends rien. Parfois c'est inoffensif, mais d'autres fois, ils parlent des managers, de drames ou d'autres collègues. Je sais tout. Certains m'ont même traité de lent ou d'inutile en espagnol, en pensant que je ne comprenais pas. Je n'ai jamais confronté personne. Je baisse juste la tête, je fais mon travail et je souris. Ces derniers temps, ça me pèse un peu. Je me sens coupable. Je me sens faux. Mais en même temps, il y a quelque chose de satisfaisant à garder ce secret. Parfois, je me demande ce qui se passerait si je répondais un jour en espagnol, parfaitement, juste pour voir leur réaction. Mais je ne le ferai sans doute jamais. J'avais juste besoin d'en parler. J'aime ma femme. C'est ma meilleure amie, mon plus grand soutien, et la personne la plus agaçante que je connaisse. On n'est pas parfait. On s'est mariés rapidement, on a eu des enfants peu après, et ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est ensemble. On a nos problèmes, comme tout le monde. On suit une thérapie de couple pour apprendre à mieux communiquer et pour dépasser certains blocages qu'on ne comprenait pas jusque-là. Ça se passe très bien, on a appris énormément l'un sur l'autre en peu de temps. Mais récemment, on s'est disputé. Vraiment. Une grosse dispute. On ne se crie jamais dessus, on ne s'insulte pas, mais cette fois, on n'arrivait vraiment pas à se comprendre. Après quelques jours sans résolution, elle a décidé de partir avec les enfants pour un petit séjour. Elle ne voulait pas rester à la maison à déprimer, ce sont ses mots. Au début, j'ai été blessé. J'avais peur, parce que je n'avais jamais été aussi loin des enfants. Et surtout, je ne savais pas ce que serait la vie sans eux. L'idée d'un divorce, d'une garde partagée, me terrifiait. Rentrer dans une maison vide, ce n'est jamais quelque chose que j'ai souhaité. Mais après le premier jour, j'ai accompli plein de choses à la maison, j'ai enfin dormi profondément sans interruption, je me suis senti reposé sans même avoir besoin de café. J'ai passé du temps seul, sans penser aux routines du coucher, sans avoir à courir pour tout finir à temps afin d'être disponible pour les enfants. Je sais que ce n'est pas ça, être parent célibataire. On est déjà passé par des périodes où nos horaires de travail étaient opposés, où on se relayait pour s'occuper des enfants sans vraiment se croiser. Donc j'ai une idée, peut-être. Assez ironiquement, les enfants se comportent mieux quand ils sont seuls avec moi, et j'ai tendance à être beaucoup plus calme avec eux dans ces moments-là. Mais bon,
C'est peut-être juste ma propre perception. Ces quelques jours ont été à la fois reposants et solitaires. Ce qui m'a surpris, c'est de constater que je n'étais pas aussi triste, anxieux ou abattu que je l'aurais imaginé. Mes enfants m'ont manqué à chaque instant. Mais ma femme, c'était différent. Je ne sais pas si j'étais vraiment bouleversé. Elle m'a manqué, bien sûr. Ses taquineries, ses câlins, ses baisers, et toutes ces petites manies. Mais j'en suis venu à la conclusion que je n'avais peut-être pas besoin d'elle comme je le croyais. Je veux toujours mes enfants auprès de moi, toujours. Mais si jamais on se séparait et qu'on mettait en place une garde partagée, je ne pense pas que je serais dévasté. En tout cas, pas autant que je l'aurais imaginé il y a quelques années. Quand on abordait l'idée d'une séparation au début de notre mariage, ça me bouleversait. Je tremblais, j'étais envahi par la panique, à l'idée de rentrer dans une maison vide, de ne plus la voir au réveil ou le soir. À l'idée de faire vivre ça à nos enfants. Je précise, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas me séparer. Je l'aime vraiment. Mais après ce moment de solitude imposée, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que j'aimais peut-être plus être seul que d'être avec elle en tant que couple marié. J'ai provoqué un accident de voiture volontairement. Je ne pensais pas que ce serait aussi grave. Il y a quelques semaines, un ami m'a appelé pendant qu'il conduisait. Il avait l'air paniqué. Il m'a dit qu'un type le collait au pare-choc depuis des kilomètres, même à 130 km/h. Il le suivait de très près, lui faisait des appels de phare, et zigzaguait un peu, comme pour l'intimider. Il m'a dit qu'il passait par mon quartier et qu'il commençait à vraiment flipper, qu'il avait peur que le mec le suive ou tente quelque chose une fois qu'il se serait arrêté. J'étais pas loin, alors je lui ai dit de m'envoyer sa position, que j'allais le rejoindre. À moitié pour rigoler, je lui ai dit « Yo, quand tu me vois arriver, je vais faire des appels de phare. Tu freines juste après et tu le laisses se le manger. » On a toujours plaisanté sur le fait que ce serait satisfaisant de donner une leçon à un mec qui colle au cul comme ça. Je savais que mes phares pouvaient l'aveugler quelques secondes, surtout la nuit, juste assez pour rendre le freinage encore plus difficile à anticiper. C'était un peu le but. Quand je les ai vus arriver sur la route, j'ai croisé leur voiture en sens inverse. J'ai fait 2 appels de phare. Juste après, mon pote a freiné plus fort que ce à quoi je m'attendais. La suite a été violente. J'ai entendu les pneus crisser et j'ai regardé dans mon rétro. Le mec derrière a pulvérisé tout l'avant de sa voiture. Les airbags se sont déclenchés immédiatement. Le coffre de mon pote a été enfoncé, des morceaux de verre ont volé partout, et il m'a dit que des affaires qui étaient dans le coffre ont été projetées jusqu'à l'avant de la voiture. Le type qui le suivait a dû être emmené à l'hôpital. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus eu de nouvelles. Techniquement, c'est le gars de derrière qui est en tort. Il a eu une amende pour conduite trop rapprochée, et son assurance couvre tous les dégâts. Mais mon pote est distant avec moi depuis. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que ce serait aussi grave, que ça lui paraissait juste une blague débile jusqu'à ce que ça se produise vraiment. Je ne sais pas quoi ressentir. Une partie de moi pense encore que ce gars l'avait cherché, vu comment il conduisait comme un taré. Mais une autre partie n'arrête pas de rejouer la scène dans ma tête, en réalisant à quel point c'était grave. J'ai dit à ma collègue enceinte qu'elle devait faire mieux, et ça l'a bouleversée. Un peu de contexte, j'ai 24 ans, je travaille comme chef dans un petit café. Une des filles du service en salle vient souvent se confier à moi, je la considère comme une amie. Cela dit, elle me parle de sa vie perso avec énormément de détails, de la façon dont les gens la traitent et de la manière dont elle traite les autres. Ça fait presque 2 ans que je bosse là, et elle m'a tout raconté, de son copain, à son fils, à plein d'autres choses. Son fiancé actuel a un fils d'une relation précédente. Appelons ma collègue Linda pour que ce soit plus simple. Linda le savait avant de se mettre en couple avec lui. Une bonne partie de leurs disputes viennent du fait qu'il est un enfant d'avant. Dernièrement, elle a commencé à me dire qu'elle n'a aucune patience avec ce petit garçon. Il a 6 ans, c'est un enfant.
Et la dernière fois qu'elle m'en a parlé, j'ai fini par être très direct avec elle. Apparemment, elle avait quitté la pièce pendant environ 30 minutes, laissant son assiette sur le lit. Le petit est entré, a commencé à jouer à la Xbox, puis il a eu faim et a mangé ce qu'elle avait laissé. Linda est revenue, a vu ça, et a complètement pété les plombs. Elle s'est mise à hurler sur lui, puis lui a balancé des choses horribles, comme le fait que dès qu'il est là, il pose problème, qu'elle ne peut jamais avoir de l'espace quand il est présent. Je ne sais pas tout ce qui a été dit, mais elle m'a souvent raconté qu'elle ne voulait même pas qu'il soit dans la même pièce qu'elle, alors qu'il ne vient que le week-end. Là, j'ai craqué. Je lui ai dit qu'elle devait grandir et faire mieux. Je lui ai rappelé qu'elle savait qu'il avait un enfant, et qu'elle avait choisi cette relation en connaissance de cause. Que ce n'est pas la faute de l'enfant si elle n'est pas d'accord avec les choix passés de son fiancé. La mère du petit n'est pas tendre non plus, donc il a déjà une vie difficile de ce côté-là. Je lui ai dit qu'elle avait l'opportunité d'être une super mère, mais aussi une belle-mère formidable pour ce garçon. Et que si elle se comporte déjà comme ça maintenant, qu'est-ce que ça donnera quand son propre bébé sera là? Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de crier sur un enfant innocent parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions. Et que peu importe à quel point elle se sent mal après, elle mérite de se sentir mal. Elle doit le ressentir. Je n'ai aucune pitié pour elle. Elle vient toujours se plaindre, dire qu'elle regrette, qu'elle se sent horrible après, mais elle recommence à chaque fois. Depuis 2 jours, elle ne me parle plus. Je comprends que j'ai peut-être dépassé les bornes, mais elle n'aurait pas dû me demander mon avis si elle ne voulait pas l'entendre. Pour situer un peu, j'ai 19 ans aujourd'hui, et cette histoire a commencé quand j'avais environ 16 ans. Je vivais dans une petite ville, et au lieu d'avoir Uber ou des taxis, on avait Rit Sally, non modifié pour des raisons personnelles légales. Cette femme, une vraie légende, a même une société enregistrée et tout. Elle est plus âgée, et apparemment, elle fait ça depuis plus de 30 ans. Bref, à 16 ans, je ne pouvais pas encore conduire, alors c'était elle qui m'emmenait partout, au travail, à l'épicerie, chez le dealer, chez mes potes. C'était une sorte de liberté, parce que même si mes grands-parents s'en fichaient de savoir où j'étais, ils ne voulaient absolument pas m'y conduire. Au fil d'un an, on a vraiment appris à se connaître, et je lui racontais tous mes potins. Un jour, complètement par hasard, elle me demande comment va ma fille. Mes amis et moi, on s'est regardés super confus, mais j'ai juste répondu, elle va bien, toujours aussi folle qu'à son habitude, et là, elle éclate des rires. Puis la conversation continue comme si de rien n'était, et j'oublie. Sauf qu'après ça, elle a continué à me parler de ma fille comme si c'était un fait établi depuis toujours. Et ce n'est pas comme si je n'avais pas essayé de lui dire que j'en avais pas, mais elle remettait ça à chaque fois qu'on se voyait. Ça a continué comme ça pendant encore 1 an, jusqu'à ce que je puisse enfin conduire moi-même. Je fais semblant d'être fluent en japonais au travail depuis plus d'1 an, et maintenant, j'ai une peur bleue qu'on découvre la vérité. Dans mon boulot, on a quelques clients japonais, et certains collègues balancent parfois des phrases en japonais dans les conversations. Je ne parle pas japonais, à part bonjour et merci, mais j'en avais marre de me sentir à l'écart. Un jour, j'ai balancé une phrase à moitié retenue trouvée en ligne. Et, contre toute attente, ça a marché. Les gens ont commencé à croire que j'étais fluent. Depuis, à chaque fois que le japonais est mentionné, je hoche la tête avec assurance, je sors 1 ou 2 mots au hasard, et je souris comme si je comprenais tout. Il m'est même arrivé de faire semblant de traduire des emails en copiant-collant sur Google Traduction et en modifiant un peu les phrases. Je suis absolument terrifié à l'idée que quelqu'un me demande de parler ou d'écrire quelque chose de plus complexe en japonais. J'ai esquivé des réunions, évité des appels, et une fois, j'ai même simulé un mal de ventre pour ne pas participer à une visio. Le pire, c'est qu'au fond, j'aime bien qu'on me voie comme la personne qui parle japonais au travail. Ça me donne un genre. Mais chaque jour, l'angoisse d'être démasqué devient plus pesante. Je ne sais pas comment avouer la vérité, ni même si je devrais le faire.
J'ai été en surpoids toute ma vie, et je suis tout simplement épuisé d'avoir tout essayé. Pour situer un peu, je suis ronde, mais loin d'être immobile ou inactive. Je fais du 46-48e en taille femme. Je fais de l'exercice tous les jours, je randonne, je fais du kayak, de la musculation, tout ce que je peux pour être active et profiter de l'extérieur. Je cuisine presque tous mes repas moi-même, je compte chaque calorie. J'ai vu des spécialistes, des nutritionnistes, j'ai fait des tests métaboliques, etc. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est que j'ai le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et un métabolisme anormalement bas. Ma passion, c'est la musculation, mais je me demande de plus en plus si je ne devrais pas arrêter. Je ne me souviens pas d'une seule période de ma vie où on ne parlait pas de mon poids. L'un de mes tout premiers souvenirs, c'est quelqu'un qui me traite de « grosse » quand j'étais encore une toute petite enfant. Ma valeur a toujours été réduite à mon poids. Je sais que je suis jolie, assez jolie pour que des gens m'arrêtent dans la rue tout le temps pour me le dire. Mais ma vie amoureuse est un désastre, les hommes ne veulent pas d'une fille ronde. Mes parents, malgré tout ce que j'ai accompli, j'ai littéralement un doctorat et suis considéré comme une sorte de prodige, ne parlent que de mon apparence et de mon poids. J'ai maigri à la fac en prenant des amphétamines, en m'entraînant 2 fois par jour et en mangeant moins de 1000 calories par jour, pour au final bousiller mon métabolisme, tout reprendre et même plus. Et même à ce moment-là, je n'étais pas assez mince pour que mon médecin ne me considère plus comme obèse. Pourtant, c'est à cette période que les gens me traitaient le mieux. J'ai eu beaucoup d'espoir en essayant les GLP-1, médicaments type Ozempic, pensant que je pourrais enfin être mince. Mais ça n'a pas marché sur moi, et je n'avais pas les moyens d'augmenter les doses, mon assurance ne les couvrait pas, donc je payais tout moi-même. Je ne dis pas tout ça pour qu'on me plaigne, ou pour qu'on me dise d'avoir plus confiance en moi. J'ai toute la confiance qu'on peut raisonnablement avoir dans ce corps. J'essaie tellement fort de me détacher de l'image de mon corps, de rester neutre face à ça, mais je suis épuisé. Épuisé de me regarder dans le miroir, de voir des photos de moi, d'acheter des vêtements. Je veux juste avoir le corps pour lequel je travaille sans relâche, et j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Le père de mes enfants est en réalité un membre de ma famille. Ça peut sembler choquant, mais honnêtement, aujourd'hui, ça ne me dérange plus vraiment, parce que je sais que ce n'était la faute de ni l'un ni l'autre. On s'est rencontrés à 19 ans, et au fond de moi, je crois sincèrement qu'on avait une connexion d'âme rare. Je le trouvais profondément mystérieux et terriblement séduisant. Alors, comment on l'a découvert? Eh bien, on était ensemble depuis 6 ans et on avait déjà 2 jeunes enfants, nés à peu d'intervalle. Un jour, on m'a invité à une réunion de famille du côté de ma mère, avec qui j'avais été plutôt éloigné. Ces gens-là me connaissaient enfant, mais pour moi, c'était comme des inconnus bienveillants. Ils m'ont posé plein de questions sur mon compagnon, qui n'était pas présent ce jour-là, et on s'est mis à parler de sa famille, de leur nom. Une des personnes âgées du groupe a eu l'air très intriguée en entendant le nom de famille de sa mère. Ils ont insisté pour savoir son prénom, et après quelques échanges, et des vérifications dans le registre des présences, on a confirmé que sa mère était en fait la petite-fille de mon grand-oncle. Au début, j'ai complètement paniqué. Je me suis sentie confuse, honteuse, dépassée. Mais, étonnamment, tout le monde s'est rassemblé autour de moi pour me réconforter, alors qu'ils me connaissaient à peine. Ils m'ont assuré que mes enfants étaient magnifiques et en bonne santé, peu importe ça, et m'ont rappelé que, à l'époque, il était tout à fait courant d'épouser un cousin, parfois même proche. On ne s'est jamais marié, cela dit, et malheureusement, notre histoire s'est terminée pour une toute autre raison, il a commencé à consommer de l'héroïne en cachette. Rien à voir avec notre lien de parenté. Je suis triste de dire qu'il est aujourd'hui totalement accro, il se détruit lentement et ne pèse même plus la moitié de ce qu'il faisait avant. Je pense encore souvent à lui. Personne ne connaît cette histoire à part lui, moi, et maintenant, vous tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.